écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Vous êtes sur Radio Ma'arif dans notre podcast Histoire, la seconde partie de ce podcast, ce long podcast consacré à la résistance à la pacification marocaine, c'est-à-dire l'entrée des troupes coloniales espagnoles et françaises. Et on est toujours avec Mustapha Kadeli qui nous a raconté dans la première partie de ce podcast, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, tout ce qui s'est passé au nord du Maroc. Aujourd'hui, on continue à s'intéresser à cette résistance à la pacification et on s'intéresse aujourd'hui au Moyen Atlas. C'est parti, Mustapha, on t'écoute. Eh bien, ici, quand on parle de la guerre du Maroc, du Moyen Atlas, ça commence avec la conquête de Fès par l'armée française en mai 1911. Très vite. Mais les tribus, quand il y a une occupation de terrain, il y a beaucoup de gens qui partaient, qu'ils appellent ça le hijr, comme le hijra, c'est-à-dire ne pas vivre dans le pays des kuffars, et du coup ils montaient. Donc au fur et à mesure, ils montaient avec l'occupation de Khnifra, puis Taza c'était mai 1914, juin pour Taza et juillet pour Khnifra, 1914, pour que le Hri arrive en novembre 1914. Alors pourquoi le Hri est mis en valeur? Parce que ça vient dans le contexte de la Première Guerre mondiale. La France démarre la guerre à l'Allemagne, la France demande à Lyoté d'évacuer le Maroc et de se replier sur la côte. Ouais, c'est la fameuse crevisse. Langouste, je vis de la langouste et je garde la carapace. Il a dit non, je vous envoie l'armée, mais je garde la carapace, c'est-à-dire les casernes avec peu de moyens, parce qu'il a dit si on se replie, c'est la fin. Il avait compris que effectivement, ça pouvait être le cas. Donc il garde ses positions à Taza et à Khnifra, et là, entre 14 et 18, il n'y a pas d'avancée. Parce que, vu la guerre, il demande à ses troupes de se maintenir en caserne, ce qu'il fait à celle de Khnifra. Sauf que le colonel de Khnifra, peut-être, il voulait les grades rapidement. Il a dit Mohamed Hammo est à portée de mon fusil à 10 km à vol d'oiseau. Je vais le prendre prisonnier ou je vais le tuer. Lyoté va me pardonner ma sortie, mais je vais lui amener Mohamed Hammo. Il voulait reprendre un petit peu ce qu'on appelle le raid de la prise de la Smala de Abdelkader ou la prise du campement de Samori Touré par un certain gourou qui était capitaine, qui est venu chez nous, général, et justement qui était le chef de ce colonel de Khnifra. Alors, est-ce qu'on part là tout de suite sur Amhaouch ou sur Mohamed Hammo? On commence par Mohamed Hammo 14, parce que Amhaouch, il est sur scène. Il est là. Mais lui, il a ses territoires un peu au-dessus de Khnifra en montagne. Sauf qu'après l'occupation de Khnifra, il y a beaucoup de gens qui partent de Khnifra, qui quittent, et d'autres tribus qui montent. Et là, Lyoté, ce qu'il fait le siège économique. Il ne laisse pas les tribus descendre en plaine en hiver. Parce que c'est le système de transhumance entre la plaine et la montagne. Donc, il fait une sorte de pression économique pour les faire tuer par la nature, tout simplement. Surtout la neige, les troupeaux, ils souffrent beaucoup du froid. Et là, on assiste à une résistance, une double résistance de Amhaouch et de Mohamed Hammo qui s'allient, alors qu'ils étaient des ennemis avant. C'est une histoire de concurrence entre deux chefs dans le même secteur, et qui font alliance, bien sûr. Mais Mohamed Hammo est battu et tué par l'armée française dans une bataille en mars 1921. Donc, vous voyez la chronologie, mars 21, la fin de Mohamed Hammo, juillet 21, le début de Mohamed al-Khattabi. Je veux dire, comme il y a une sorte de décalage entre deux événements qui sont importants, parce qu'on pouvait imaginer si Mohamed Hammo continuait, peut-être ça aurait changé les équilibres de force et surtout l'équilibre des alliances. Comment on peut placer la résistance de Mohamed Hammo? Est-ce que ce sont des grosses troupes, ce sont des grosses batailles, ce sont des... C'est un Qaïd Makhzen qui refuse de rallier le Makhzen français. La valeur ajoutée de Mohamed Hammo et d'autres personnages, Mohamed Hammo, c'est un peu l'équivalent du Glaoui. Le Glaoui rentre dans la combine, il accepte, il devient caïd avec les Français. Mohamed Hammo, comme d'autres, refuse. C'est là toute la combinaison. C'est de là que vient sa force. C'est un caïd marzanien. Il est devenu caïd au temps de Hassan Ier, au temps de son fils le premier Abdelaziz, Abdelhafid. Son fils était Pacha de Fès de 1908 à 1910, Hussa, parce que Mohamed Hammo a soutenu Moulay Hafid contre son frère Abdelaziz. Donc du coup, pour récompenser l'alliance,
Il désigne son fils Pacha de la ville de Fès. J'insiste beaucoup parce que, bon, pour certains, ça va paraître comme un scoop. On a des historiens qui nous ont beaucoup parlé de Fès. Ils n'aiment pas trop dire que Hussa, le fils de Mohamed, était Pacha de la ville de Fès. À l'Alfassion, on parle d'une manière un peu... Et bon, j'ai un descendant que j'ai rencontré, il me dit non, c'était un Amel même, c'est plus qu'un Pacha. Il m'a dit, j'ai eu le document entre les mains, il était Amel de la ville de Fès, ce qui est probable, ce qui explique l'alliance de cette force de Mohamed comme un élément central dans la cartographie politique de l'époque, dans le Moyen Atlas. Donc ce Qaïd, Marzania va se transformer en chef de guerre. Absolument. Contre l'armée française. Contre l'armée française, et il n'accepte pas du tout de se soumettre, il refuse totalement. Et je crois que c'est des combats féroces. Déjà la prise de Khnifra, c'est 2 colonnes, une qui vient d'Azrou, c'est-à-dire du nord, et une autre qui vient de Tadla, c'est-à-dire un peu du sud-ouest. Une colonne, c'est combien de personnes? C'est en moyenne entre 8 000 et 12 000. D'accord. Soldats, donc 2 colonnes pour vaincre. Et du coup, d'ailleurs, on a une chronique d'un historien local, enfin, qui est devenu Qadi pendant le protectorat, qui nous a raconté tout ça. Il était adolescent, il raconte. Ahmed al-Mansouri, qui bat al-Anbar, fi Udama Izayan wa Atlas al-Barbar, il est presque natif de Khnifra. Son père était le chef de garnison Marzan de Khnifra, donc les soldats que donnait le sultan au Qaïd. Et donc, il est presque né là, il a grandi là, il était un peu adulte, à peu près entre 14 et 16 ans en 1914. Il dit ceci, les nôtres sont sortis se battre à la sortie de Khnifra, à une dizaine de kilomètres de Khnifra, contre l'armée qui venait côté Azrou, là, ce qu'on appelle l'armée de Knes. Et voilà que notre armée nous arrive de Tadla par le sud-ouest. Et du coup, on est pris de panique. On charge les bagages rapidement. Il n'y avait que les femmes et les enfants. Tous les adultes étaient en combat. Là, c'est la panique en guerre. Donc, il dit ceci, je prends dans mes mains la caisse en bois des documents laissés par Mohamed chez mon père. J'arrive sur le pont de l'Ommarbi à Khnifra, il était lourd, je voulais sauver ma vie, j'ai jeté la caisse des documents de Mohamed dans la rivière. Aujourd'hui que j'écris, je regrette, mais quand on est dans le feu de l'action, on pense qu'à sauver sa vie. Je n'ai pas trouvé où mettre cette caisse de documents. Documents quoi? C'est sa nomination de Qaïd, ses correspondances avec les sultans, peut-être ses affaires commerciales, ses biens, etc., etc. Donc du coup, pour les gens qui disent l'histoire écrite, quand la guerre et le fleuve emportent les documents écrits, ce que Mohamed sort de l'histoire. Et je pense qu'il a failli sortir de l'histoire parce que pour l'école qui était dominante à l'époque, s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien, on méprise l'oralité, on méprise la mémoire orale. Si ce n'était pas la bataille de l'Hri qui fait immerger Mohamed de nouveau, je crois que nos historiens qui s'attachent à l'écrit l'auraient oublié, peut-être même notre mémoire l'aurait oublié, mais pas la mémoire locale, puisque, je veux dire, les récits sur Mohamed, ses prouesses, ses combats, son histoire personnelle est très connue, transmise de génération en génération, comme beaucoup d'autres histoires locales. Vous savez, la mémoire sociale est très, 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 très vive dans les différentes régions du Maroc. Il y a même des couplets de poésie qui racontent ces moments-là de joie, de détresse, de galère et de catastrophes qui sont toujours vivants et que les générations reproduisent, y compris les troupes de Chikhat, de Kamanja, de Lotar. De temps en temps, on a des couplets comme ça qui sortent, qui viennent dans la rime et qui sont balancés. Alors quand on connaît, on a des couplets, etc. Et puis tac, il y a un couplet qui s'impose et qui évoque un petit peu ce moment et ce passé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la bataille de Heli? Au début, dans le détail, c'est le médecin de Khnifra avait un problème de santé pour ses soldats, le scorbut. Et le médicament, c'est les grenadines. Et donc, il envoie des émissaires à Mohamed pour demander des grenadines. Parce que là où il était, Jnan Mas, ça existe toujours, et il y a effectivement des champs de grenadines. Et donc, il lui envoie. Parce que aussi, c'est un gage de confiance, comme on dit, c'est-à-dire une tentative de dialogue, pourquoi pas. Et donc, sentant cette bonne disposition de la part des Français, il descend de Jnelmas, nous sommes en novembre, c'est l'hiver, il descend vers la plaine, et donc il campe au lieu dit l'Hri, qui existe toujours, c'est un village où il y avait quelques maisons de sédentaires, surtout ce qu'on appelle les chorfas, c'est-à-dire les chorfas à l'époque, on leur donnait des terres pour s'installer, parce qu'ils ne nomadisaient pas, et en échange, on les protège. Mais ils occupent un peu les terres, et surtout ils surveillent les silos
surtout des grains, etc., des nomades. Donc il campe là, en toute confiance, et le colonel de Khnifra, qui s'appelait La Verdure, qui est un soldat qui a gravi les échelons parce qu'il avait fait la guerre en Indochine, à l'époque au Vietnam, etc., et qui vient au Maroc oriental de ses gloires, au Tchad aussi. Il gamberge. Nous sommes dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Lyautey donne ses consignes. Lyautey va à Khnifra en octobre 1914. En insistant, ne sortez pas. Défendez-vous si vous êtes attaqué, mais surtout pas sortir. Pourquoi? Parce que la garnison de Khnifra, c'était 1800 soldats à peine. Et c'est quoi la garnison de Khnifra? C'est même pas une caserne, c'est la maison de Mohamed elle-même que les officiers occupent, et puis le village lui-même. Il y a la rivière et le pont. C'est tout. Il n'y a même pas de fortification, il n'y a rien. Il y a la rivière, le pont, il y a le Marbia, il y a la maison de Mohamed d'un côté, il y a le pont et la petite ville de Khnifra où il y a surtout le marché, le souk, le hammam, la mosquée, la Qessaria, comme on disait à l'époque. Mais ce colonel, il gamberge, et puis il dit peut-être c'est le coup de chance et je vais faire le coup. Donc il organise une expédition à 2h du matin. Il sort avec 1200 soldats, donc il en laisse à peine 600 à Khnifra. Et il calcule mal son coup. Donc au début, ils attaquent, et puis ils réussissent. Mohamed s'échappe, l'une des femmes est tuée, il prend 2 femmes prisonnières, il rentre dans la tente de Mohamed. On a les détails d'un lieutenant Pichon qui a assisté à la scène, donc il raconte tout. Son officier de renseignement, Rakt Brancaz, le prévenait que c'est pas un bon coup, il faut absolument pas le faire. Le colonel lui dit, tu as mes ordres, tu vas venir voir le spectacle, et l'amène avec lui. Cet officier est blessé. C'est lui qui fait son rapport à Lyautey puisqu'il a vécu l'événement. Je vais dire pourquoi cet officier des renseignements, comme on les appelait, était très méfiant, parce qu'il a déjà eu une histoire que je vais raconter après, qui a eu lieu en 1913, la première défaite de Lyautey au Maroc, et dont on parle pas beaucoup. Donc voilà, première étape gagnée, et il a dit à sa garnison, maximum 8h je serai de retour. Mais à 8h il n'était toujours pas de retour, vu qu'il prenait les prisonniers, les troupeaux, etc., les prises de guerre comme on disait, donc ils font demi-tour. Sauf que les coups de feu, il y avait les fils de Mohamed qui campaient alentour, et puis les autres tribus qui étaient alentour étaient toutes descendues de la haute montagne vers la plaine, mais un peu plus loin. Et donc, du coup, ils prennent les 1200 soldats en sandwich et les encerclent de tous les côtés. Ça vient des lieux comme les gens de Mhaouch, Al-Qbab, Zawit Itzhaq, les enfants de Mohamed qui étaient tout autour et chacun dans son campement avec ces gens de tribus. Et donc ils les prennent en sandwich et ils massacrent le gros de la troupe, y compris le colonel qui est mort sur place. Et c'est là que les Français ont installé un monument qui rappelle cette épopée sur une colline entre l'Hri et Khnifra. C'est une grosse bataille, là, si on parle de 1200 Français. Il a joué gros, oui. Le colonel a joué gros, je vous dis. Il a transgressé les ordres de son chef. Et en même temps, il disait, si je le prends, si je le tue, il va il va accepter, il va m'excuser mon imprudence parce qu'il a donné la consigne de ne pas sortir à aucun prix. Les ordres de l'armée, c'est les ordres de l'armée, il ne faut pas les transgresser. Mais paraît-il, Lyautey a dit, même s'il m'avait amené Mohamed, je l'aurais passé en conseil de guerre. C'est ce qu'il a dit. Mais après la mort du bonhomme, peut-être. Et donc, en tout cas, oui, c'était une grosse défaite dans le contexte de la Première Guerre mondiale. On n'avait pas besoin de défaite. Et c'est arrivé à Paris, la presse en a parlé, la presse en France. La défaite de l'Hri. La défaite de l'Hri, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, au moment où on avait besoin de soldats en France, on avait besoin de prestige, de guerre psychologique, d'impact psychologique. Donc, perdre une bataille contre un bougre, comme il le voyait, comme un bougre chef de guerre qui s'appelle Moha, je veux dire, ça la fout mal dans le contexte. C'est ça peut-être qui a piqué les Allemands pour chercher à aider la résistance au Maroc contre les Français. Ça, c'est un autre sujet. Voilà donc l'impact de... C'est-à-dire je crois qu'il y a des comptes rendus de cette bataille faite par les Français. Oui. Et qui alors je ne sais pas dans quelle mesure ils sont réalistes et dans quelle mesure qui font de ces combattants Mhaouch, les fils de Mohamed lui-même, des individus extrêmement terrifiants. C'est des gens de la poudre, c'est des gens de guerre, c'est des nomades armés. Et puis surtout le fait d'avoir pris la colonne en sandwich, en cercle. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une sorte de entre guillemets science militaire. Absolument, ils ne s'attendaient pas à cela. Ils croyaient qu'il n'y avait que le campement de Mohamed.
Je vous dis, au début, ils ont pris le campement. Donc le campement lui-même de Mohamed Hammo est défait. Mais un campement, c'est Mohamed Hammo avec ses fidèles, comme on disait, sa petite troupe, il doit y avoir 200, 300, 400 personnes à te casser contre 1200. Donc là, oui, mais il y a l'échange de coups de feu. Mohamed Hammo s'échappe. Il y a les autres qui entendent les coups de feu. Et on est au lever du jour exactement. Ça a rameuté tout le monde qui était là. Et c'est là la surprise qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Ils ne pouvaient même pas utiliser leurs canons qu'ils ont installés, des 65 et 75 mm, parce que les deux troupes se sont mélangées. Donc les Français qui tenaient l'artillerie ne pouvaient pas tirer sur le tas, sauf s'ils voulaient éliminer tout le monde, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Est-ce que c'est des combats qui arrivent au corps à corps ou on est à distance, non ? Absolument, ils sont arrivés à corps à corps. À un moment donné, l'encerclement s'est fait carrément. Mais bon, quand on dit les troupes françaises, c'était qui ? Un bataillon des Algériens, des tirailleurs algériens, des tirailleurs sénégalais, quelques gommiers marocains. Il n'y a que les officiers, les sous-officiers qui étaient français. Donc quand on dit corps à corps, il y a de l'arme blanche aussi. Oui, comme on dit, à la baïonnette, au couteau. On continue sur le Moyen Atlas pour parler de cette bataille de Qsiba, Merraman, juin 1913. C'est celle-là la fameuse première défaite de Lyautey. Pas celle de colonel Mangin, le vainqueur de Marrakech, en septembre 1912, auréolé de son prestige. Donc il fait un coup rapide de Marrakech à Souira, et puis il fait le dire de l'autre côté vers Demnat. Et là, Lyautey le nomme à la tête des troupes de Tadla, c'est-à-dire pour installer un casernement au pied de l'Atlas, dans la ville de Qsbat Tadla aujourd'hui. Donc il fait le nécessaire, il s'installe à Tadla, et il commence à tirer de partout. Il fait le Fqih Ben Saleh, Sidi Ali Ibrahim, Oulad Iyad, Souq Sebt, Beni Mellal. Il passe un temps fou entre sa nomination, je crois en janvier ou février 1913 et juin 1913. J'ai lu son journal de bataille, je veux dire presque chaque jour, et c'est là qu'il a eu l'aviation pour l'aider. C'est le début de l'aviation militaire. Nous sommes au début de l'année 1913 avec le lieutenant de la Morlaix, le premier officier aviateur. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les bombes, on mettait de l'essence, que quelqu'un jetait des bidons d'essence par l'avion pour brûler les récoltes, etc. Et en face, il y a un autre qaïd Makhzen qui s'appelle Mohamed Saïd Neith Wirra, ou bien Mohamed Saïd Wirraoui. Qaïd de l'Qsiba, d'ailleurs on dit aujourd'hui toujours l'Qsiba Mohamed Saïd, qui était un qaïd Makhzen depuis l'époque de Hassan Ier également. C'est un peu l'alter ego de Mohamed Mouzayani, et qui refuse également de se soumettre aux Français, et qui continue la lutte et qui meurt d'une mort naturelle en 1926, mais sans jamais... Et qui inflige une défaite à Lyautey. Et qui inflige une défaite. Alors, dans le détail, ce Mangin, auréolé de son prestige, d'ailleurs, il est surnommé le boucher parce qu'il ne fait pas dans le détail. Alors, en juin 1913, il a voulu conquérir la ville d'Oqsiba pour mettre un pied à terre à l'intérieur des montagnes. Lyautey, quand même, comme on le disait, le freinait. Il disait non, bon, Lyautey, il avait sa stratégie combinée, Taza, Khnifra, Qsiba, au moment opportun. Mais notre il était fougueux. Colonel un peu fougueux, boucher, bien sûr hyper puissant côté matériel technique, qui croyait en son étoile, qui avait l'aviation, donc il croyait pouvait faire le coup. Donc du coup, il décide de conquérir la ville d'Oqsiba, petite ville, et il s'incruste. Alors les guerriers de Mohamed Saïd et Wirra et d'autres, ils font le vide au début. Ils font le vide, donc la troupe avance jusqu'à carrément la maison de Mohamed Saïd, qu'ils détruisent, qu'ils brûlent, etc. Sauf qu'au retour, entre-temps, ils ont lâché l'eau sur le terrain. Donc les guerriers à côté, il y a une Tarbalut Tuhlima, il a un débit d'eau extraordinaire, immense. Donc ils lâchent l'eau sur le terrain. Donc au retour, la cavalerie, les chevaux s'enlisent dans la boue. Et c'est là que tout autour, les collines qui étaient tout autour débarquent. Et leur infligent une défaite cruelle. Et c'est là, il y avait justement ce Rankat Brancaz qui était avec Mangin et qui a retenu la leçon parce qu'il est affecté à Khnifra après en disant attention, on ne sait pas d'où ils sortent. Et le colonel de Khnifra ne voulait rien savoir parce qu'il a eu déjà affaire à une tactique pareille. Et suite à ça, le vainqueur de Marrakech est relevé de ses fonctions par Lyautey. Il est renvoyé en France. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur l'idéologie qui poussait ces deux profils similaires, donc Mohamed Hammo et Mohamed Saïd, Qaïd Mkhzania a refusé la présence française. Au nom de quoi, en fait? Ils ont une fidélité vis-à-vis de l'autorité. L'autorité a signé avec la France un traité et ils se rebellent contre l'autorité et contre la France.
Quel est le moteur de cette rébellion? Une question de souveraineté. Attention, quand les Français débarquent à Casablanca en 1907, ils commencent la bataille de Chaouia, Mohamed Saïd et Mohamed Hamou débarquent à Chaouia jusqu'à Mdiouna. Ils arrivent avec leurs troupes, les deux. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs troupes dans quel sens? Ils viennent donner un coup de main aux Chaouia contre les Français. D'accord. Nous sommes en 1907. Donc dès le début, ils refusent la présence française. Total. Bon, j'ai cru comprendre quelque part que, à la limite, si les Français arrivent sur la côte pour faire du commerce, etc., pourquoi pas? Mais rentrer, non. Il y a de la place pour tout le monde, comme on disait. Mais rentrer, non. Et donc, du coup, dès qu'ils entendent l'histoire de Casablanca, les deux Mouhad descendent avec leurs troupes. On a même un toponyme, le Bir Mouha ou quelque chose comme ça, côté Ben Slimane. Mais ils arrivent jusqu'à Mdiouna, à l'entrée de Casablanca. Ils essaient de donner un coup de main. Ils rebroussent chemin pour des raisons multiples, si j'ose dire. Parce qu'on a des chroniques encore, des batailles qui ont eu lieu, parce que les Français, au début, ils se contentent de Casablanca. Et puis après, ils poussent vers la Chaouia. Et là, c'est le coup de canon. C'est le coup de canon, c'est-à-dire qui fait la différence parce que nous sommes dans une zone de plaine. C'est une zone très facile pour une armée régulière. Avec des coups de canon tirés à 20 km du lieu de combat, je veux dire, la résistance est pratiquement inutile, malgré l'acharnement des tribus de la Chaouia soutenues d'autres guerriers qui viennent d'ailleurs, sans résultat puisqu'ils occupent Barchid, par exemple, rapidement. Puis après, ils vont jusqu'à Stat. On arrive donc à la résistance de la Chaouia. Des plaines, donc, comme tu viens de nous l'expliquer, mises à mal par l'artillerie lourde. Oui. Voilà. Elle est portée par qui, cette résistance de la Chaouia? Le chef de guerre le plus connu de ce moment-là, c'est quelqu'un, le chef de la Zawiya, le Bouazzaoui, d'ailleurs, il s'appelle Sherif el Bouazzaoui. Il a été exilé par l'IET d'ailleurs, il est mort à Marrakech, je crois, en 1913. C'est lui qui a créé d'ailleurs cette Zawiya Bouazzaouia, qui fait toujours son moissem aujourd'hui à Moulay Bouazza. Bon, Bouazza, c'est un personnage de l'époque almohade. Mais c'est lui autour duquel les tribus, les chefs des tribus, les notables, les différentes fractions se rallient. C'est lui un petit peu qui galvanise tout ce beau monde, sans succès à l'époque, puisque, comme je disais, c'est la plaine. Et donc, entre 1907 et 1910, les Français occupent Barchid, Ben Ahmed, Stat, ils vont jusqu'à Guisr. Guisr, c'est la limite de Chaouia. On va commencer chez les Oulad Boziri, puis sur la route vers le Tadla. Donc, ils s'arrêtent au niveau de Marbi'. D'ailleurs, ils font la même chose que Tijdida. Ils s'arrêtent au niveau de Marbi' pour respecter encore des histoires de droit international de l'époque, c'est-à-dire en disant nous voulons sécuriser la ville de Casablanca, c'est pour cela qu'on va faire tout le tour pour sécuriser la ville de Casablanca. Si on lit les comptes rendus, parce qu'il y a énormément de soldats français de cette époque qui racontent leurs aventures sur un ton un peu romanesque. Absolument. Et qui sont édités d'ailleurs au Maroc, ça coûte pas cher, c'est disponible. Ils sont presque déçus dans un premier temps du manque de combat. C'est-à-dire que... Au niveau de la Chaouia au niveau des plaines, dans les premières... Non, il y a plein d'escarmouches. Il y a surtout les escarmouches, les petites guérillas, les coups de main, comme il disait, les coupeurs de route, comme il disait, les petites jiches. C'est-à-dire, même s'ils arrivent, par exemple, à mettre pied sur Barchid, mais on ne circulait pas librement. Mais justement, eux, ils veulent une guerre, comment dirais-je, classique, du face-à-face. Mais là, non, c'est des petites opérations de guérilla. Et ce qui est intéressant dans ces comptes rendus qui sont édités tels quels par cette collection historique, comment les soldats français appellent les tribus qui s'opposent à leur avancée dans le Maroc, ils les appellent les fanatiques. Tous les noms, les insoumis, les fanatiques, quoi d'autre, les dissidents. Mais le mot fanatique a retenu mon attention parce que je suis surpris par cette... Il refuse la civilisation. Donc fanatique, pas au niveau religieux, mais au niveau identitaire, c'est ça ce qu'ils veulent dire? Oui, fanatique dans le sens large du terme. Des fanatiques, des gens qui refusent la civilisation. On vous vient avec la civilisation du canon, alors bon, vous voulez pas. D'accord. Mais je voudrais rappeler quand même que sur l'idéologie des deux Mouha et d'autres, on a par exemple un petit détail. En mai 1913, l'IOT fait appel à un ancien ministre de la Défense d'Abdelaziz qui s'appelle Menbi, qui était exilé à Tanger depuis 1904, je crois, ou 3 même. Et d'ailleurs, c'est publié dans le bulletin officiel. Et quand je voyais ça, je dis tiens, il nous informe qu'il vient à Rabat, mais sans plus. Or, dans le journal de guerre, on a que le Menbi est envoyé comme émissaire de l'IOT pour convaincre les Qaïd Marsan, Mohamed Saïd, pour se rallier à l'IOT. Et on a le récit, donc ce jour-là, on dit à l'avion de ne pas monter. Et dans le compte rendu, Mohamed Saïd, par exemple,
puisque j'ai lu le dialogue en quelque sorte qui a eu lieu, ce qu'il disait, bon, moi je suis le qaïd, c'est pas moi qui décide, c'est les tribus qui sont sous mes ordres qui décident. Et là, on est dans une sorte d'exécutif qui respecte la décision du groupe. Je veux dire, même si lui, il voulait se rallier, mais les tribus et les chefs des tribus qui l'entourent le refusaient complètement. D'ailleurs, pour l'histoire, un ami m'a raconté oralement ce que son propre père lui a raconté, que le grand-père a été présent à cet événement et cet ami me l'a raconté il y a pas très longtemps. Je veux dire, j'ai trouvé son récit oral qui corrobore parfaitement ce que j'ai lu dans ce récit écrit de cette rencontre de Mbenouine, même l'écrit quand le Mbenouine est arrivé et que les négociations ont eu lieu. Mohamed Saïd sort pour informer ces gens et les gens qui commencent à crier. Je veux dire, crier a été écrit dans le document écrit et l'histoire orale m'a raconté cette histoire de cri, comment les gens refusaient totalement cette idée de soumission, pas question. On se bat jusqu'à la fin. Merci Mustapha pour tous ces éclaircissements et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette balade à travers la résistance marocaine aux opérations de pacification, savoir ce qui s'est passé dans le sud, savoir ce qui s'est passé dans l'anti-Atlas, Sahara. Donc ça sera le 3e de ces podcasts et le dernier. Merci Mustapha, à la semaine prochaine les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.